Le papier cadeau froissé dans mes mains tremblait légèrement, tandis que je fixais cette tasse en céramique blanche, ornée d'un simple « Bonne maman » en lettres dorées délavées. À 3 mètres de moi, Isabelle, ma belle-fille, admirait le collier Cartier que mon fils Julien venait de passer autour de son cou délicat. 20 000 €. Je connaissais le prix exact parce que j'avais moi-même financé cet achat, comme tant d'autres, au cours des 15 dernières années. L'odeur du sapin de Nordmann embaumait le salon de leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. Celui que j'avais aidé à acheter en versant les 180 000 € d'apport personnel en 2018. Les bougies parfumées à la cannelle masquaient à peine l'amertume qui montait dans ma gorge. Sur la cheminée en marbre, nos photos de famille souriaient ironiquement à cette scène pathétique. « Merci maman, c'est pratique », avait murmuré Julien en évitant mon regard, ses doigts caressant déjà l'écrin vide du bijoutier. Pratique, comme les 2500 € mensuels que je leur versais depuis que Julien avait, temporairement, perdu son emploi dans cette start-up technologique. Comme les 15 000 € pour leurs vacances aux Maldives, en février dernier. Comme les 8 000 € pour la rénovation de leur cuisine équipée Bultaup l'année précédente. Je me souviens encore du poids de mes économies dans ce sac en cuir vieilli, le jour où j'avais vidé mon compte épargne pour leur donner cette somme. Mes mains étaient moites, mes genoux tremblaient dans ce bureau notarial rue de Rivoli. 43 ans de labeur comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis, 43 ans à économiser sur tout, à porter les mêmes manteaux, à réparer mes chaussures plutôt que d'en acheter de nouvelles. Tu comprends, maman, avec le marché immobilier parisien actuel, sans ton aide, on ne pourra jamais avoir d'enfants dans de bonnes conditions, m'avait expliqué Julien, ses yeux noisettes, les miens, brillants d'une sincérité feinte qui me rappelait douloureusement son père. Les enfants, cette promesse qui dansait devant moi depuis 5 ans comme un mirage dans le désert de ma solitude. À 68 ans, je n'avais plus que ce rêve de petits-enfants pour réchauffer mes soirées dans mon studio de 32 mètres carrés à Belleville, là où j'avais dû déménager après avoir vendu mon 3 pièces pour les aider. Isabelle ajustait son collier devant le miroir en bronze doré, ses lèvres glossées formant un sourire satisfait. Designer graphique freelance, elle gagnait pourtant correctement sa vie, mais avait ce talent particulier pour transformer ses désirs en nécessité absolue. La robe Hermès à 3 200 € pour le mariage de sa sœur. Les meubles scandinaves à 12 000 € pour créer un environnement propice à la créativité. Le cours de yoga prénatal à 150 € la séance pour préparer son futur rôle de mère. Futur rôle qui tardait étrangement à se concrétiser malgré leur effort soutenu et mes contributions financières croissantes. « Oh, au fait maman », lança Julien en débouchant une bouteille de Château Margaux 2015, celle que j'avais offerte pour leurs 3 ans de mariage. « On ne pourra pas t'inviter au réveillon du Nouvel An chez les parents d'Isabelle. Tu comprends, c'est un dîner très intime, juste la famille proche, la famille proche. » Cette expression résonna dans ma poitrine comme un coup de massue. Moi qui avais porté cet enfant pendant 9 mois, qui avait passé des nuits blanches à son chevet quand il avait la scarlatine à 7 ans, qui avait travaillé des doubles équipes pour payer ses études de commerce à HEC, je n'étais plus considéré comme famille proche. Le cristal tinta doucement quand Julien servit le vin dans des verres baccarat, encore un de mes cadeaux de Noël précédents. L'ironie était si lourde qu'elle en devenait presque comique. Presque. « Je comprends parfaitement », répondis-je d'une voix que je m'efforçais de garder stable. Et c'était la vérité. Je comprenais enfin. Cette tasse à 4,90 € de chez Monoprix, ce rejet du réveillon, ces regards fuyants. J'étais devenu la vache à lait de service, utile pour financer leur train de vie, mais embarrassante pour leurs ambitions sociales. Isabelle bavardait avec animation de leur projet de voyage au Japon au printemps, pour s'imprégner de la culture nippone avant de concevoir, estimant le budget à 8 000 €. Ses yeux pétillaient d'excitation, mais pas une seule fois ils ne croisèrent les miens. J'étais devenue transparente, un distributeur automatique d'euros en chair et en os. Le froid de décembre me saisit quand je sortis de leur immeuble. Mes pas résonnèrent sur le pavé humide de l'avenue Foch, rythmant une colère sourde qui montait en moi comme une marée. Dans le métro ligne 1, serré entre des touristes chargés de sacs Champs-Élysées, je serrais ma tasse ridicule contre mon manteau en laine boulochée. De retour dans mon studio, je m'installai à ma petite table pliante et sortis tous mes relevés bancaires des 5 dernières années. Sous la lumière crue de l'ampoule LED, les chiffres dansaient devant mes yeux fatigués. 347 000 €.
C'était le montant exact de ce que j'avais donné à mon fils depuis son mariage. 347 000 € qui représentaient l'intégralité de mon héritage. La vente de la maison familiale de Normandie, mes économies de toute une vie. J'avais vécu comme une pauvre, me privant de vacances, de sorties, de vêtements décents, pour qu'il puisse jouer aux bourgeois parisiens. Cette nuit-là, allongé sur mon canapé-lit Ikea, je pris une décision qui allait changer le cours des événements. J'allais me battre, mais pas comme ils s'y attendaient. J'allais utiliser leurs propres armes, leur hypocrisie, leur vanité, leur besoin maladif de paraître. Le lendemain matin, je me rendis chez Maître Dubois, l'avocat que m'avait recommandé ma voisine Madame Mercier. Son cabinet sentait le cuir et l'encaustique, une odeur rassurante qui contrastait avec le parfum artificiel de fraises qui flottait toujours chez Julien et Isabelle. « Madame Laurent, j'ai étudié votre dossier. Légalement, ces sommes étaient des dons, mais... » Maître Dubois ajusta ses lunettes d'écaille. « Nous pouvons explorer certaines voies si ces dons étaient conditionnés à des promesses non tenues. » J'avais apporté tous les messages, tous les mails où Julien justifiait ses demandes d'argent par leur projet d'enfant. « Dès qu'on aura des petits, tu seras la grand-mère la plus heureuse du monde. Cet appartement sera parfait pour élever tes futurs petits-enfants. Grâce à toi, on pourra offrir à tes petits-enfants la meilleure éducation. 5 ans de promesses vides, de manipulation émotionnelle sophistiquée. Il y a peut-être quelque chose à faire, murmura l'avocat en feuilletant mes preuves. Mais avant tout, êtes-vous certaine de vouloir aller jusqu'au bout? Cela risque de détruire définitivement vos relations familiales. Je pensais à cette tasse pathétique, à ce collier à 20 000 €, à leur mépris affiché. Maître, mes relations familiales sont déjà détruites. Je veux juste récupérer ma dignité. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Maître Dubois avait contacté un huissier pour établir un inventaire précis de tous les biens que j'avais financés dans leur appartement. Chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque appareil électroménager fut photographié, évalué, documenté. Pendant ce temps, je menais ma propre enquête. Isabelle, si discrète sur ses revenus réels, avait en fait décroché un contrat avec une grande agence de communication début décembre. Son salaire annuel, 85 000 € brut. Julien, prétendument au chômage, consultait en réalité pour son ancien employeur, empochant 3 500 € mensuels au noir. Ils avaient largement les moyens de vivre sans mes subsides, mais préféraient profiter de ma générosité pour s'offrir un luxe qu'ils n'auraient jamais pu s'autoriser autrement. Le 15 février 2024, je reçus l'invitation qui allait me permettre de mettre mon plan à exécution. Isabelle organisait une fête pour ses 32 ans dans leur appartement. Une soirée élégante entre amis, précisait le carton en papier verger. 50 invités triés sur le volet, architectes, avocats, créatifs branchés, tous témoins parfaits pour ce que je préparais. J'arrivais à 20h30 précise, dans la seule robe décente qui me restait, un fourreau noir, acheté en 2019 pour l'enterrement de ma sœur. L'appartement vibrait de conversations animées et de rires cristallins. L'odeur des canapés au saumon fumé se mêlait au parfum Tom Ford d'Isabelle. Julien m'accueillit avec ce sourire contraint qu'il réservait aux corvées familiales. « Maman, tu es venue ? On ne t'attendait pas si tôt. » Traduction. On ne t'attendait pas du tout. Je souris et lui tendis un petit paquet emballé avec soin. Juste un petit quelque chose pour Isabelle. Dans le salon, les invités admirèrent la décoration raffinée. Je reconnus chaque élément. La table basse en noyer massif à 2 800 €, le lustre en cristal de Bohème à 4 200 €, le tableau de jeunes artistes contemporains à 6 500 €. Mon argent exposé comme des trophées de leur réussite sociale. Isabelle papillonnait entre ses invités, resplendissante dans une robe Diane von Furstenberg à 650 €, encore mes sous, son collier Cartier étincelant sous les spots encastrés. Elle me salua d'un baiser sur la joue, aussi froid qu'un courant d'air en janvier. « Bonsoir Colette. Comme c'est gentil d'être venue. Gentil. Comme si j'étais une vieille tante qu'on invitait par politesse. J'attendis patiemment mon moment, sirotant une coupe de champagne ruinard que j'avais payée sans le savoir. Vers 22h, quand l'alcool eut délié les langues et que l'attention générale se concentrait sur Isabelle, ouvrant ses cadeaux, je me positionnais stratégiquement près de la cheminée. Isabelle déballait un sac Hermès, offert par sa meilleure amie, s'extasiant bruyamment sur le cuir de veau Epsom. « Oh, ma chérie, il est sublime. Tu me gâtes trop.
C'est à ce moment que je pris la parole, d'une voix claire qui porta dans tout le salon. « Isabelle, ma chérie, j'espère que tu apprécieras mon petit cadeau. Ce n'est rien d'exceptionnel, juste une babiole à 15 €. Mais après les 347 000 € que j'ai déjà investis dans votre bonheur, j'ai pensé que la modestie était de mise. » Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le découper au couteau. 50 paires d'yeux se tournèrent vers moi, puis vers le couple figé près de la table des cadeaux. Julien blêmit. « Maman, qu'est-ce que tu… » « Oh, laisse-moi terminer, mon fils. » Ma voix restait douce, presque maternelle. « Vos amis méritent de connaître la vérité sur cette belle réussite. Cet appartement magnifique, les 180 000 € d'apport, c'était moi. Cette décoration si raffinée, entièrement financée par ma pension de retraite. Même le champagne que vous buvez ce soir vient de mes économies. » Je sortis de mon sac une chemise cartonnée et en extirpai plusieurs documents. « J'ai ici tous les relevés bancaires, toutes les preuves de virement. Voulez-vous que je détaille devant vos invités? Le voyage aux Maldives, 15 000 €. La cuisine Bultaupe, 8 000 €. Les meubles scandinaves, 12 000 €. Dois-je continuer ?» Isabelle tentait de garder contenance, mais ses joues s'empourpraient progressivement. « Colette, voyons, ce n'est ni le lieu ni le moment. Au contraire, ma chère belle-fille, c'est exactement le lieu et le moment. » Je me tournai vers l'assemblée médusée. Figurez-vous que ce jeune couple si prometteur a construit sa réussite sociale sur le dos d'une retraitée qui vit dans un studio de 32 mètres carrés à Belleville. Pendant qu'il sirote du ruinard et porte du quartier, je mange des pâtes et je porte la même paire de chaussures depuis 3 ans. Un murmure parcourut l'assistance. Quelques invités commençaient à échanger des regards gênés. Et le plus beau dans tout ça? Je levai ma coupe en direction du couple. Ils m'ont promis pendant 5 ans que tout cet argent servirait à créer un foyer pour mes futurs petits-enfants. 5 ans que j'attends ces fameux bébés qui justifiaient tous leurs caprices. Mais apparemment, concevoir un enfant nécessite des voyages au Japon et des bijoux à 20 000 €. Julien essaya de m'interrompre. « Maman, tu déformes tout. On peut en parler en privé. »« En privé ?» Ma voix monta d'un ton. « Comme quand vous m'avez exclu de votre réveillon parce que je n'étais pas assez distingué pour la famille d'Isabelle. Comme quand tu m'as offert une tasse à 4,90 € pour Noël pendant que ta femme arborait un collier que j'avais payé. » Le salon était maintenant plongé dans un silence de cathédrale. Certains invités regardèrent leurs pieds, d'autres fixèrent le couple avec un mélange de curiosité et de réprobation. Je poursuivis mon réquisitoire d'une voix maintenant ferme et assurée. Mais le plus révélateur, c'est cette découverte récente. Isabelle gagne 85 000 € par an et Julien perçoit 3 500 € mensuels de consultation au noir. Ils n'ont jamais eu besoin de mon argent. Ils voulaient juste vivre au-dessus de leurs moyens sur le dos de leur idiote de mère. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Plusieurs invités se tournèrent vers Julien, qui prétendait être au chômage depuis des mois. L'un d'eux, un homme en costume sur mesure, fronça les sourcils. « Julien, tu nous disais pourtant que tu cherchais du travail. »« Thomas, je peux t'expliquer, » balbutia mon fils. « Il n'y a rien à expliquer, » coupai-je sèchement. « Sinon que mon fils est devenu un menteur et un profiteur qui n'hésite pas à exploiter sa propre mère. Mais rassurez-vous, cette comédie se termine ce soir. » Je sortis de ma chemise une nouvelle liasse de documents. « Maître Dubois, mon avocat, a étudié la situation. Il s'avère que tous ces dons étaient des conditionnés à des promesses précises concernant les petits-enfants et la reconnaissance familiale. Promesses qui n'ont manifestement jamais été tenues. » Isabelle tentait désespérément de sauver la face. « Colette, je pense que vous dramatisez la situation. Nous sommes une famille, après tout. » « Une famille ?» Je faillis éclater de rire. Une famille n'exclut pas sa mère des repas de fête. Une famille ne traite pas sa bienfaitrice comme une domestique. Une famille n'exploite pas l'amour maternel pour financer ses caprices de luxe. Je me dirigeais vers la porte, mais me retournais une dernière fois vers l'assemblée pétrifiée. Oh, et j'oubliais le plus important. Maître Dubois a déposé hier une demande de restitution pour cause de dol et de manœuvres frauduleuses. La justice décidera si ces 347 000 € étaient vraiment des dons ou le fruit d'une escroquerie familiale. Le claquement de mes talons sur le parquet résonna dans le silence absolu qui avait envahi l'appartement. Derrière moi, j'entendis Isabelle tenter maladroitement de justifier la situation auprès de ses invités, mais sa voix tremblait et ses explications sonnaient faux. Dans l'ascenseur qui me ramenait vers ma vraie vie,
Je sentis pour la première fois depuis des années un poids immense se détacher de mes épaules. La colère, l'amertume, la frustration, tout s'évaporait peu à peu, remplacé par une sensation de libération que je n'avais plus ressentie depuis mon veuvage. Les semaines qui suivirent confirmèrent l'efficacité de ma stratégie. Le scandale fit rapidement le tour de leur cercle social parisien. Plusieurs invités de la soirée travaillaient dans les mêmes secteurs qu'Isabelle et Julien. L'histoire de la belle-mère exploitée se répandit comme une traînée de poudre dans leur milieu professionnel. Maître Dubois me tenait informé des développements juridiques. « Madame Laurent, ils demandent à négocier. Leurs avocats proposent un remboursement partiel de 150 000 € et l'abandon des poursuites. »« Non, » répondis-je sans hésiter. « Ils paieront intégralement ou devront s'expliquer devant un tribunal. Ils ont eu 5 ans pour me traiter décemment. Il est trop tard pour les regrets. » En mars, je reçus un appel de Julien. Sa voix était méconnaissable, éraillée par l'angoisse. « Maman, s'il te plaît, on peut se voir ? Isabelle fait une dépression. On risque de perdre l'appartement. Mes clients me fuient. »« Mon chéri, » répondis-je avec une douceur teintée d'ironie, « tu découvres enfin ce que c'est que de ne plus pouvoir compter sur la générosité aveugle de sa mère. Je suis sûr que cette expérience te fera grandir. Maman, je sais qu'on a mal agi, mais de là à nous détruire. » Vous détruire ? Ma voix se durcit. Julien, pendant 5 ans, vous m'avez dépouillé de mes économies, de ma dignité, de mes rêves de grand-mère. Vous m'avez transformé en distributeur automatique d'euros. Aujourd'hui, vous récoltez simplement ce que vous avez semé. Je raccrochai et éteignis mon téléphone portable. Cette conversation avait réveillé des émotions que je croyais apaisées. Mais étrangement, je ne ressentais aucun remords. Juste une forme de justice qui prenait enfin son cours. En avril, un huissier se présenta à leur domicile pour procéder à la saisie conservatoire de tous les biens que j'avais financés. L'appartement, les meubles, les œuvres d'art, même le collier Cartier. Tout fut inventorié en vue d'un éventuel remboursement. L'ironie voulut que ce soit précisément le jour de l'anniversaire d'Isabelle, le 28 avril. Celle qui avait célébré ses 32 ans dans l'opulence voyait maintenant ses biens marqués d'étiquettes officielles sous l'œil impassible de la justice. Je n'assistais pas à cette scène, mais Madame Mercier, ma voisine qui connaissait l'huissier, me raconta avec un plaisir non dissimulé comment Isabelle avait fondu en larmes devant l'inventaire de ses précieux objets. Elle répétait sans arrêt « Mais c'est chez moi, c'est ma maison !» me rapporta ma voisine en sirotant son thé. L'huissier lui a répondu que techniquement, c'était surtout la maison de sa belle-mère. En mai, l'affaire prit une tournure que je n'avais pas anticipée. L'avocat d'Isabelle et Julien contacta Maître Dubois pour une proposition inhabituelle. Ils acceptaient de rembourser les 347 000 € intégralement, mais demandaient un échelonnement sur 10 ans, et surtout, la plus stricte confidentialité sur cette affaire. Ils ont peur pour leur réputation professionnelle, m'expliqua Maître Dubois. Votre coup d'éclat à cette soirée a déjà fait des dégâts considérables. Ils craignent que les médias s'emparent de l'histoire si l'affaire passe en jugement. J'acceptais leur proposition. Non par clémence, mais par pragmatisme. 10 ans de mensualité de 2 891 €, c'était exactement ce qu'ils m'avaient soutiré chaque mois pendant si longtemps. Une justice poétique qui me plaisait infiniment. Le contrat fut signé en juin 2024, dans ce même cabinet qui sentait le cuir et l'encaustique. Julien et Isabelle étaient méconnaissables, lui avaient perdu 10 kilos et développé des cernes permanentes. Elle portait des vêtements de chaîne et avait coupé ses longs cheveux blonds. Ils évitèrent soigneusement mon regard pendant toute la procédure, signant les documents avec des mains tremblantes. Quand ce fut terminé, Julien leva enfin les yeux vers moi. « Maman, est-ce que tu penses qu'un jour… » ?»« Non, » coupai-je fermement. « Il n'y aura pas de réconciliation, Julien. Vous avez cassé quelque chose qui ne se répare pas. Contentez-vous de rembourser votre dette et de refaire votre vie sans moi. » Ces larmes me laissèrent de marbre. Après tant d'années de manipulation émotionnelle, j'étais devenu imperméable à leurs démonstrations de détresse. Aujourd'hui, 11 mois après cette fameuse soirée d'anniversaire, je vis enfin ma vraie vie. Avec le premier versement reçu en juillet, j'ai pu quitter mon studio de Belleville pour un joli 2 pièces à Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur. J'ai repris contact avec mes anciennes collègues de l'hôpital. Je me suis inscrite dans un club de lecture. J'ai même commencé des cours de peinture à l'aquarelle. À 69 ans, je redécouvre le plaisir de dépenser mon argent pour moi, pour mes vrais désirs. Chaque mois,
Quand je reçois leur versement de 2891 €, je ressens une satisfaction profonde. Non pas de la vengeance, mais de la justice. Ils me remboursent enfin le prix de ma naïveté, de mon amour aveugle, de ma générosité exploitée. Parfois, je repense à cette tasse pathétique qui a tout déclenché. Elle trône maintenant sur ma nouvelle étagère, non comme un souvenir amer, mais comme un symbole de ma renaissance. Elle me rappelle que parfois, il faut toucher le fond pour remonter à la surface. Je n'ai jamais eu de nouvelles de mes prétendus petits-enfants. Cette promesse n'était qu'un mensonge de plus dans leur stratégie de manipulation. Mais étrangement, cela ne me manque plus. J'ai compris que le bonheur ne se construit pas sur les attentes que d'autres placent en nous, mais sur l'amour qu'on se porte à soi-même. Hier soir, en regardant le coucher de soleil depuis ma fenêtre montmartroise, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais plus en colère. La colère avait fait place à une forme de sérénité que je n'avais plus connue depuis des années. Julien et Isabelle m'ont appris, malgré eux, une leçon précieuse. On ne peut pas acheter l'amour authentique, mais on peut refuser de financer l'hypocrisie. Ils m'ont montré que parfois, la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de cesser de l'alimenter dans ses mauvais comportements. Dans 9 ans, quand ils auront fini de me rembourser, j'aurai 78 ans. Un âge où l'on mesure enfin la vraie valeur des choses. Et je sais déjà que ce qui aura le plus de valeur à mes yeux, ce ne sera pas l'argent retrouvé, mais la dignité reconquise. Ce soir, en préparant mon thé dans ma vraie tasse, celle que je me suis offerte, en porcelaine de Limoges, payée de mes propres deniers, je souris en repensant à cette phrase que mon père répétait souvent. « Ma fille, dans la vie, on récolte toujours ce qu'on sème. » Il avait raison. Eux ont semé l'ingratitude et l'exploitation. Ils récoltent aujourd'hui l'isolement et les difficultés financières. Moi, j'ai semé la générosité et l'amour inconditionnel pendant des années. Je récolte aujourd'hui ma liberté et ma paix intérieure. Et cette récolte-là, personne ne pourra jamais me la reprendre. 3 mois ont passé depuis cette réalisation sur le coucher de soleil. L'automne a doucement enveloppé Montmartre d'une lumière dorée. Et chaque matin, en descendant acheter ma baguette, je sens que je marche dans un film dont je suis enfin l'héroïne. Mais cette tranquillité retrouvée a été troublée par un courrier inattendu. Une enveloppe blanche, sans timbre, déposée directement sous ma porte. L'écriture, fine et nerveuse, ne m'était pas inconnue. Je l'ai reconnue immédiatement, celle d'Isabelle. Mes doigts ont hésité avant d'ouvrir, mon cœur a cogné plus vite, comme s'il pressentait que cette lettre n'était pas simplement une excuse. Madame, je sais que vous avez refusé toute réconciliation et je respecte votre décision. Mais je vous écris aujourd'hui car Julien est malade. Très malade. Nous avons appris il y a 2 mois qu'il souffre d'une leucémie agressive. Les traitements sont lourds et nous ne savons pas s'il passera l'hiver. Il aimerait vous voir, au moins une fois. Je vous en supplie, Isabelle. Je suis resté figé, la feuille tremblante dans mes mains. Mon instinct me criait que c'était encore un stratagème. Un appel à l'émotion pour me faire flancher. Mais une petite voix, plus discrète, murmurait « Et si cette fois, c'était vrai ?» J'ai passé la nuit à tourner dans mon lit, incapable de décider. Revoir Julien signifiait rouvrir une plaie que j'avais mis des mois à refermer. Mais ignorer un fils malade, étais-je capable de vivre avec ce poids sur la conscience? Le lendemain, j'ai appelé Maître Dubois. Sa voix posée, presque rassurante, m'a guidé. Si c'est vrai, madame, vous n'avez rien à perdre à le constater par vous-même. Mais prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans une spirale émotionnelle. J'ai accepté. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé devant la porte de leur appartement. Isabelle m'a ouvert. Elle avait vieilli de 10 ans, ses joues creuses et ses yeux rougis par les larmes. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions. Dans la chambre, Julien était allongé, pâle comme un drap, les mains couvertes de perfusion. Il m'a souri faiblement. « Maman, merci d'être venue. » Oh, j'aurais voulu répondre quelque chose, mais les mots restaient coincés. J'ai juste hoché la tête et pris la chaise à côté du lit. Nous avons parlé peu. Il m'a demandé si je peignais toujours, s'il pouvait voir mes tableaux un jour. J'ai menti, en disant que oui. En sortant, Isabelle m'a retenu dans le couloir. « Je ne vous demande pas d'argent, juste, restez un peu présente. » Ces mots m'ont désarmé. Pas de demande financière. Pas de manipulation évidente. Était-ce possible qu'ils aient échangé? Les semaines suivantes, je suis venu régulièrement.
Pas chaque jour, mais assez pour qu'ils sentent ma présence. Petit à petit, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un pardon, mais une forme de compassion que je croyais éteinte. En décembre, Julien a eu une rémission temporaire. Les médecins parlaient de quelques mois gagnés, pas plus. Un soir, il m'a dit « Je sais que je t'ai perdu, maman, et je le mérite. Mais je voudrais que tu saches, je regrette, pas seulement pour l'argent, pour tout. » Ses yeux brillaient. J'ai posé ma main sur la sienne. Pas de promesse, pas de réconciliation, mais un geste silencieux qui disait « Je t'entends ». Il est parti en avril. Un matin de pluie fine. Isabelle m'a appelé en larmes. Je suis allé à l'enterrement, discrète, au fond de l'église. Les discours parlaient de sa jeunesse, de ses rires, mais aucun ne mentionnait la vérité de nos dernières années. Ce secret, je l'ai gardé pour moi. Depuis, Isabelle continue à m'envoyer les mensualités, sans faute, peut-être par respect pour la mémoire de Julien, peut-être par obligation morale. Je ne le saurai jamais. Ce printemps, j'ai accroché dans mon salon une nouvelle toile. Un coucher de soleil sur Montmartre, aux couleurs chaudes et profondes. Sous la peinture, j'ai écrit une phrase que je n'avais jamais osé formuler. La paix n'efface pas les cicatrices, mais elle leur donne un sens. Je vis toujours seul, mais plus isolé. J'ai compris que certaines blessures ne guérissent pas par l'oubli, mais par la reconnaissance de ce qu'elles nous ont appris. Et ce que cette histoire m'a appris, c'est qu'aimer ne signifie pas s'oublier. La tasse en porcelaine trône toujours sur mon étagère. Elle n'est plus un symbole de trahison, mais le rappel que parfois, même les plus petites fractures peuvent révéler la vraie nature des gens. Et qu'au fond, la seule personne à qui nous devons une loyauté absolue, c'est nous-mêmes. L'été suivant, alors que la chaleur écrasait Paris, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Isabelle. Sa voix était plus posée qu'autrefois, mais portait encore cette note d'urgence que je connaissais bien. « Madame, j'ai quelque chose à vous rendre », dit-elle simplement. Je suis resté silencieuse quelques secondes, partagée entre la méfiance et la curiosité. Ce sont les carnets de Julien. Il écrivait beaucoup pendant ses traitements. Je pense que vous devriez les lire. Le lendemain, elle est venue à Montmartre. Pas d'échanges inutiles. Elle m'a tendu une boîte en bois, polie par le temps, et a reculé d'un pas, comme si elle ne voulait pas franchir davantage ma porte. Vous y trouverez des réponses. Quand j'ai ouvert la boîte, l'odeur de papier jauni et d'encre séchée m'a frappé. 3 cahiers, remplis d'une écriture serrée. La première page portait une date, septembre 2024. Julien racontait ses journées à l'hôpital, ses peurs, mais aussi ses regrets. Ce que j'ai lu m'a bouleversé plus que je ne voulais l'admettre. Il y décrivait la façon dont Isabelle l'avait poussé à continuer à me soutirer de l'argent, même quand lui voulait arrêter. Il racontait comment il se sentait coincé entre son amour pour moi et sa dépendance à leur train de vie. Et surtout, il parlait de la fameuse soirée, celle où tout avait éclaté, avec une honnêteté que je n'aurais jamais imaginée. Ce soir-là, je savais que c'était fini, que plus jamais elle ne me verrait comme son fils, mais comme un voleur. Et je l'étais. J'ai fermé le cahier, incapable de continuer. Les larmes coulaient, brûlantes, incontrôlables. Il y avait là une vérité que je cherchais depuis des années, mais qui arrivait trop tard. Les jours suivants, j'ai relu les 3 carnets. Ils contenaient aussi des souvenirs heureux, des moments d'enfance que j'avais presque oubliés. Comme cette fois où il avait 10 ans et m'avait fabriqué un collier en perles de bois, en me disant que même les reines devaient avoir quelque chose de spécial. Ces pages n'effaçaient pas les années de trahison, mais elles les éclairaient sous un autre angle. Elles montraient un homme perdu, faible, mais pas entièrement mauvais. Et, étrangement, cette nuance m'a apporté une paix différente. Isabelle, elle, est restée à distance. Mais 2 mois plus tard, elle m'a écrit un message bref. « Merci d'avoir lu. J'essaie aussi de réparer ma vie. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Peut-être qu'un jour, nous aurions une vraie conversation. Ou peut-être pas. Mais ce n'était plus une urgence. À l'automne, j'ai décidé de peindre une nouvelle toile. Pas un coucher de soleil cette fois, mais une scène d'hiver. Une femme assise seule dans un café parisien, une tasse entre les mains, le regard perdu vers la rue. C'était moi, bien sûr, mais aussi toutes les femmes qui avaient dû apprendre à se reconstruire après avoir été brisées. Quand j'ai terminé, j'ai accroché le tableau au-dessus de mon bureau.
Et j'ai compris que ma vie avait changé de manière irréversible. Je n'étais plus la mère suppliante, ni la victime silencieuse. J'étais devenu l'auteur de ma propre histoire, avec ses ombres et sa lumière. Et même si certaines blessures restent sensibles au toucher, elles ne gouvernent plus mes choix. Parce qu'au bout du compte, ce que Julien m'a laissé, ce ne sont pas seulement des dettes remboursées ou des souvenirs douloureux, mais la preuve que, même dans nos plus grandes failles, il peut rester un éclat de vérité capable de nous libérer.